Bienvenue sur le podcast One Health en action. One Health for everybody and everywhere. Une seule santé pour tous et partout. Première série. One Health, One Ocean. Une seule santé, un seul océan. Pour une cohabitation harmonieuse entre les humains, les animaux et la nature. Podcast produit par Aloïs Ken. Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast One Health en action. Et bonjour Georges Chapoutier, un grand merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode. Oui, merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Oui, un grand merci. Donc, nous allons nous tutoyer parce qu'effectivement, nous travaillons régulièrement ensemble. Et puis, tu me dis effectivement que tu tutoies en plus assez facilement. Donc, nous serons plus à l'aise pour cette interview. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la sentience des animaux marins en particulier, ce qui ne nous empêchera pas de parler des animaux en général, mais effectivement pour cette étude réservée finalement à l'océan, on va évidemment davantage se pencher sur les animaux marins. Mais déjà, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, donc ton parcours, tes fonctions, tes spécialités? Merci, oui, merci de m'avoir invité encore une fois. Je m'appelle Georges Chapoutier, j'ai une double formation dont je suis assez fier, de biologiste et de philosophe. Donc j'ai une double formation. J'ai travaillé pendant quelques dizaines d'années au CNRS sur l'anxiété et la mémoire chez les souris, mais je m'intéresse beaucoup à la question du respect de l'animal, sur laquelle j'ai fait ma thèse de philosophie, et j'ai écrit ensuite beaucoup de livres sur la question des animaux, des droits de l'animal, du respect de l'animal, etc., etc. Oui, tout à fait. Et Je c'est suis vrai. maintenant à la retraite. J'étais au CNRS, je suis ce qu'on appelle émérite, je suis chercheur retraité. Oui, tout à fait. Ça permet aussi d'ailleurs de te consacrer aussi beaucoup plus à ces questions maintenant. Et d'ailleurs, tu as participé au dernier colloque que j'ai organisé, donc on pourra retrouver aussi tes différentes contributions sur le sujet. Alors, est-ce que déjà, puisque nous parlons de sentience, est-ce que déjà tu peux nous expliquer finalement ce que signifie déjà ce terme de sentience que finalement on entend parfois, mais pas encore vraiment de façon assez prononcée? Il est en train de passer dans les mœurs. Alors, il faut, pour pas, là, c'est en science, il faut d'abord parler de la sensibilité. Ça, c'est un discours de base qui va nous servir de leitmotiv tout le long de notre exposé. La sensibilité, c'est la faculté pour une entité de répondre à une action. Par exemple, les plantes sont sensibles à la lumière. Une pellicule photo est sensible à la lumière. C'est un point important parce que ça veut dire que la sensibilité, c'est pas toujours la sensibilité animale. Et donc, un premier point, c'est de distinguer la sensibilité animale de la sensibilité en général. On entend souvent les animaux sont des êtres sensibles, ça ne veut pas dire grand-chose. Je viens de vous dire à l'instant qu'une plante est aussi un être sensible et même une pellicule photo. Alors, la sensibilité animale, chez l'écrasante majorité des animaux, elle repose sur une sensibilité nerveuse, c'est-à-dire sur des cellules particulières qu'on appelle les neurones, qui prennent des informations du corps de l'organisme, de la périphérie, et qui les transportent au système nerveux central. Lorsque l'animal perçoit sur son corps quelque chose qui va être négatif pour lui, par exemple trop de chaleur, trop de froid, trop de pression, l'information est perçue par la peau et elle est transmise ensuite par le système nerveux, au- par les neurones au centre nerveux qui vont répondre. Et l'animal va répondre soit en fuyant, soit en évacuant la partie du corps qui est menacée. C'est ce qu'on appelle la nociception, c'est-à-dire la sensibilité à quelque chose qui est néfaste pour l'organisme. L'écrasante majorité des animaux possèdent ce processus. Même ceux qui n'ont pas exactement de neurones ont des neurofibrilles un petit peu équivalentes. Il y a quelques animaux qui ne le possèdent pas. Par exemple, les éponges. Les éponges, sur le plan de la sensibilité nerveuse, se comportent exactement comme des plantes.
Elles n'ont pas de sensibilité nerveuse. Mais l'écrasante majorité des animaux ont une sensibilité nerveuse, donc une nociception. Ils sont sensibles à ces informations gênantes, néfastes pour l'organisme. Ça, c'est la sensibilité animale. Maintenant, dans l'écrasante majorité des animaux, cette sensibilité est inconsciente, elle est réflexe. C'est-à-dire que, par exemple, si vous approchez une chaleur d'une huître, l'huître va avoir un mouvement de manteau, de recul, mais l'huître, entre guillemets, ne réfléchit pas. En d'autres termes, dans l'écrasante majorité des animaux, cette nociception est inconsciente, elle est réflexe, automatique. Chez quelques groupes d'animaux particuliers qui ont qui ont un système nerveux central puissant, et donc ils sont capables d'avoir une conscience, dont on pourra peut-être parler un peu tout à l'heure. La conscience, jointe à la nociception, donne la capacité d'être conscient de sa nociception. Et là, on assiste à ce qu'on peut appeler la douleur ou de la souffrance. On définit la douleur par une nociception avec des émotions, et on définit la souffrance par une nociception avec une expression cognitive, c'est-à-dire une connaissance de ce qui se passe. Les deux étant très liés d'ailleurs. Donc, nociception plus conscience égale sentience, égale les animaux qui sont conscients de ce qui leur arrive, comme l'homme bien entendu, hein. Mais donc, il y a assez peu d'animaux qui sont comme ça. En gros, dans l'état actuel des connaissances, on considère que tous les vertébrés ont cette capacité d'être sentients. Et donc, les poissons, les grenouilles, les reptiles, Oui, on y reviendra tout à l'heure. voilà. Et puis, les fameux mollusques céphalopodes comme la pieuvre, ils l'ont. La question est débattue pour d'autres groupes, dont on pourra D'accord. parler tout à l'heure. On pourra en Oui, tout parler parce qu'il y a à fait. des Mais groupes alors, est-ce marins. que tu peux nous dire les origines en fait de ce terme en fait parce que c'est un petit Alors, peu un néologisme effectivement. c'est un néologisme qui vient du monde anglo-saxon. Ça a été créé par les anglo-saxons. Je ne saurais pas vous dire qui l'a créé, mais les anglo-saxons en parlent beaucoup. Et en français, on l'a souvent traduit par sensibilité, qui, pour les raisons que j'ai évoquées, n'est pas une bonne traduction. On entend partout, l'animal est un être sensible. Ben oui, mais ce qui est important, c'est d'être sentient. Et donc, ça vient de l'anglais, c'est un anglicisme, et qui est de plus en plus adopté dans la vie courante en France. Je crois que maintenant, beaucoup de gens l'utilisent, même si, comme tu l'avais remarqué, c'est pas encore d'un usage extrêmement quotidien. Oui, tout à fait, parce que déjà, finalement, ce terme est forcément entré un peu plus dans le langage courant, puisque c'est depuis 2020 que la sentience est entrée dans le dictionnaire Larousse. Alors, Ouais. justement, effectivement, elle est définie comme s'appliquant aux êtres vivants. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, finalement, ça s'applique aussi aux êtres humains quand on parle Bien de la entendu, tout à sentience. fait, ah oui. Si Tout on n'en à parle fait. pas beaucoup par les êtres humains, ça C'est viendra vrai. peut-être, c'est parce que c'est ce vieux fossé cartésien qui persiste, qui tend à mettre l'homme de côté. Pour des raisons, comme nous sommes l'espèce humaine, souvent, on dit, moi je le dis aussi pour des en pratique, l'homme et les animaux, en Oui. oubliant que l'homme est un animal aussi, bien sûr. Donc, mais bien sûr, l'homme est un animal, et l'homme est un animal sentient, évidemment. Oui, voilà, parce que ça, beaucoup de gens, je pense, ont tendance à l'oublier. Souvent, dans Tout à fait. les débats, on entend, oui, mais on parle de la conscience humaine, mais pas de la sentience. C'est comme si Voilà. finalement la sentience était réservée Il aux faudrait, autres animaux, justement. il Donc, faudrait c'est dire bien. les animaux sentients sont des animaux qui ont le vécu de conscience de la souffrance et de la douleur, comme nous, humains. D'accord, ça c'est vraiment important de le souligner. Alors justement, je voyais un chercheur là qui interagissait justement sur les réseaux sociaux au niveau du terme de sentience et il disait, donc je te cite, en fait, bon, qu'il n'a pas de difficulté à reconnaître l'existence des émotions chez les animaux, leur capacité à ressentir de la douleur consciente, etc., puisqu'en plus il est vétérinaire. Mais Ça, c'est un gros progrès par rapport à quelques années, hein. voilà, mais il précisait en disant pour autant la notion de sensibilité et d'être sensible me convient bien dans la mesure où la sensibilité n'est pas uniquement sensorielle, mais bien également la capacité à ressentir des émotions, des états mentaux. Ceci dit, si on restreint la définition de la sensibilité à la perception uniquement sensorielle, alors elle ne suffit bien évidemment pas pour Bien les sûr. animaux. Donc lui, en fait, estime que finalement, le terme de sensibilité serait suffisant si on prend bien en compte la totalité de la définition finalement de la sensibilité. Alors, qu'en penses-tu par Moi, rapport je à pense que cette c'est remarque? ambigu. Par rapport à ce que j'ai dit, si on dit sensibilité,
prenons l'huître et la moule, qui sont sensibles, effectivement, qui ont une sensibilité nerveuse. Elles sont pas sentientes du tout. Bon. Mais qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? Elles n'ont pas d'émotion, hein. Du moment où on met nociception plus émotion, la définition scientifique de la douleur, ça implique des émotions. Or, des animaux qui ont des émotions, c'est des animaux qui ont un système nerveux assez compliqué déjà, vertébrés et pieuvres, mettons, pour commencer, hein. Donc, je pense que la définition de dire sensibilité, mais sensibilité avec émotion, si on dit ça, si on dit sensibilité avec des émotions, on revient à la sentience. Ça revient au même. Oui, d'autant que est-ce que tous les animaux sont sensibles pour autant? Nociception, oui, pas les éponges que j'évoquais tout à l'heure, mais sensibles à des stimuli négatifs à leur corps, oui, c'est à la nociception. C'est D'accord, l'écrasante mais majorité des par animaux. exemple, tu me dis les éponges ne sont pas sensibles, alors que ce sont bien des animaux Oui, finalement. tout à fait. Mais ils n'ont Donc pas de... déjà, dire que tous les animaux sont sensibles, c'est pas forcément déjà Non, une déjà, c'est faux, vérité mais scientifique c'est une toute déjà. petite minorité, les éponges, hein. D'accord, oui, oui, Mais tous les animaux sont sensibles de façon nociceptive. Mais peu d'animaux ont une conscience de leur nociception. tout à fait. Et alors, justement, parce que là, quand on parlait de la définition dans le dictionnaire Larousse qui s'applique donc aux êtres vivants, les êtres vivants, effectivement, bon, il y a tous les animaux, y compris les humains, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement des êtres vivants végétaux finalement? Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à cette vie végétale? Est-ce qu'on peut parler de sentience ou est-ce qu'on Non. pourrait parler de sensibilité? Alors, Que tu en penses? sensibilité, oui. Alors, là, c'est des problèmes sémantiques. On peut parler de sensibilité, comme tout à l'heure, j'ai dit, un végétal est sensible à la lumière. Oui, Donc, il y a une forme de sensibilité. On ne peut pas parler de sensibilité nerveuse, et donc, en aucun cas, de sentience. Alors, sur les végétaux, il y a toutes sortes de controverses actuellement. Il y a un auteur qui s'appelle Volleben, qui a proposé il y a quelque temps selon lui, il y avait tellement d'interactions chimiques entre les végétaux d'une forêt que la forêt se comportait comme un véritable organisme. oui, c'est vrai, l'on parlait de d'intelligence même Voilà. des Alors, arbres, déjà ça, etc. c'est mis en question parce que il est clair qu'il y a des sécrétions chimiques entre certains végétaux, mais la thèse de Vollebel, qui avait une interaction complexe comme ça, est remise en question. En d'autres termes, il n'a pas vraiment démontré ça. Et D'accord. même si c'était le cas, bon, c'est pas démontré, mais si la forêt était, sur le plan chimique, un super-organisme, la forêt n'aurait pas les éléments nerveux. Et en aucun cas, il y aurait une sensibilité nerveuse, et donc en aucun cas, une conscience et une souffrance. Ou alors, s'il y a une conscience dans une forêt, il faut que la science, en quelque sorte, se réécrive, hein. C'est Oui, pas, ça marche pas avec l'état actuel des connaissances. donc, à la limite, quand on parle de la définition du Larousse, où il est question que la sentience s'applique aux êtres vivants, finalement, cette définition n'est pas Non, très appropriée parce que être non. vivant, c'est trop large encore, Mais finalement, même la sensibilité n'est pas assez précise non plus, non puisqu'encore une plus. fois, il y a une pellicule photo, c'est pas un être vivant, c'est sensible à la lumière quand même. Oui, Donc, tous ces termes ne sont pas très très précis. En tout cas, sentience, si on veut être logique, il faut l'appliquer que aux êtres vivants, conscients, c'est-à-dire à certains animaux. d'accord. Donc, il faudrait presque préciser encore la définition, Bien même sûr, si c'est tout déjà à bien fait. qu'elle existe en tant que telle dans le dictionnaire, mais c'est vrai que être vivant, c'est trop vague finalement, puisque tu me confirmes qu'on peut bien dire que les végétaux, les arbres sont des êtres vivants. Tout à fait, ah, bien sûr. Tout à fait. Il y a même d'autres êtres vivants, il y a les bactéries, il y a toutes sortes d'autres êtres vivants, hein. Tout à fait. Alors, qui utilise finalement le terme de sentience actuellement? Puisqu'on le voit par exemple à le vétérinaire, en tout cas celui-ci, peut-être d'autres, je ne sais pas, mais ne l'utilise pas. Qui finalement Il y l'utilise? a des vétérinaires qui le défendent, hein. Il y a des controverses là aussi, mais ça tend à être admis de plus en plus maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres branches finalement professionnelles qui l'utilisent assez facilement comme terme? Alors peut-être plus chez les anglo-saxons que chez nous, c'est certain. Ah ben, chez les anglo-saxons, le terme est passé dans les mœurs. Chez nous, il ne l'est pas encore vraiment. Donc c'est bien qu'il ait mis au dictionnaire, mais il n'est pas encore d'usage courant, je serais tenté de dire. Oui, donc ça reste quelques Voilà. individus en fait dans différentes branches qui Mais c'est à puissent nous l'utiliser. qu'ils ont.
qui pratiquons Ben oui. les questions philosophiques du respect de l'animal, de l'imposer. Tout à fait, effectivement, on s'y emploie. Effectivement. Alors tu me parlais, effectivement, tu as déjà un petit peu répondu à la question, mais si on va un petit peu plus loin, effectivement, tu disais donc que la sentience nécessite finalement un niveau de conscience suffisant pour être perceptible à cette nociception, donc ce sentiment de réflexe, de douleur, etc. Mais comment tu pourrais finalement, de façon assez simplifiée, nous dire ce que c'est que la Ah, conscience très bien. finalement, puisque tout dépend de cette conscience Oui. pour dire que l'on est sentient. Alors, c'est pas un problème simple parce que je n'ai pas défini la conscience, justement. Alors, en fait, il y a plusieurs niveaux de conscience. D'accord. Il y en a un sur lequel on s'accorde à peu près, et je vais partir de celui-là. C'est ce qu'on appelle la conscience d'accès, c'est-à-dire l'aptitude par un animal d'avoir une compréhension de l'environnement dans lequel il vit. Contrairement à ce qu'avaient pensé des cartésiens et Descartes, personne ne met en cause l'idée aujourd'hui qu'un chien comprend, entre guillemets, qu'à côté de lui, il y a un endroit agréable où on peut retrouver de la nourriture, qu'à un autre endroit, il vaut mieux s'en éviter parce qu'on risque de tomber. En d'autres termes, une certaine compréhension de son environnement, une conscience de l'environnement. Cette conscience de l'environnement, c'est ce qu'on appelle la conscience d'accès. Et Oh, on la met en évidence par toutes sortes de réactions, d'études éthologiques des animaux sur leur comportement. Et encore une fois, un chien, ça choquera personne si je dis qu'un chien est conscient de son environnement. C'est vrai pour tous les vertébrés, les poissons, les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les batraciens, ont tous d'une certaine façon une conscience d'accès. d'accord. Les, les mollusques céphalopodes, comme les pieuvres, dont on reparlera peut-être, que c'est des animaux très originaux, aussi. Donc, pour ces deux groupes, vertébrés et mollusques céphalopodes, la conscience d'accès ne fait pas d'objection, ne constitue pas d'objection. Il y a d'autres niveaux de conscience. Alors, on parlera peut-être tout à l'heure de niveaux en dessous, qui posent question, par exemple pour les crustacés, on pourra peut-être revenir. Mais il y a des niveaux au-dessus. Par exemple, la conscience qu'on appelle la conscience de soi, qui n'est pas la conscience de l'environnement, mais je suis conscient d'être conscient. Je me sens conscient. La conscience de moi-même. Alors, il y a les post-cartésiens ont dit, mais la conscience d'accès, d'accord, un chien est conscient, il a la conscience d'accès, mais la conscience de soi, il n'y a que l'homme qui la possède. Mais ça, c'est faux. Il y a un certain nombre d'arguments scientifiques qui suggèrent que quelques rares groupes ont une conscience d'eux-mêmes. C'est à l'étude. Ça a été démontré chez les animaux, chez certains animaux visuels par le test dit du miroir. C'est C'est-à-dire de ce que, dont j'allais te voilà, parler, par justement. exemple, certains poissons, vous les mettez devant un miroir, ils vont attaquer le miroir parce qu'ils pensent qu'il y a un autre poisson qui est devant. Donc ces animaux-là, ces poissons, ils ont la conscience d'accès, mais ils n'ont pas la conscience d'eux-mêmes. En revanche, les chimpanzés, les dauphins, une éléphante et une pie ont pu être montrés se reconnaître dans un miroir. Et si je me reconnais dans un miroir, c'est que j'ai un minimum de conscience de moi-même. Oui. Donc, le test du miroir, avec des controverses que je ne vais pas développer ici, le test du miroir est une approche de la conscience de soi chez certains animaux très intelligents. Les dauphins, les éléphants, hein, les pies sont des animaux qui sont plus intelligents que la majorité des vertébrés. D'accord. Mais alors, justement, est-ce que on ne pourrait pas dire que ce test du miroir, finalement, est déjà un petit peu biaisé? Est-ce que c'est Il pas est. finalement notre façon en tant qu'humain de se dire que l'on va se reconnaître dans un miroir, mais finalement, un singe, un chien, un chat n'ont pas vocation Tout à à se fait. regarder dans un miroir, tu vois ce que je veux dire? C'est une très bonne remarque. Et de fait, c'est biaisé non pas parce qu'on est des humains, mais parce qu'on est des visuels, à dominante visuelle. Ce test n'a marché, je l'ai dit, qu'avec des dauphins, un éléphant, des chimpanzés, une pie, qui sont des animaux à base visuelle. Le D'accord. test échoue en généralement, il échoue pour l'instant, le test du miroir, chez des animaux dont on sait par ailleurs qu'ils sont très intelligents et dont on peut penser qu'ils ont une conscience d'eux-mêmes, des chiens par exemple, hein. Certains chiens intelligents, toutes les personnes qui ont vécu avec des chiens seront convaincues que le chien a une conscience de lui-même. On n'a pas pu le prouver parce que le chien ne répond pas au miroir. Mon hypothèse, c'est qu'il faudrait pouvoir lui donner un miroir olfactif. Si on lui Oui, donnait un miroir olfactif, il se reconnaîtrait tout de suite. oui, oui, Mais il aurait le sens de son odeur voilà. plus que de son image, quoi. Oui, Voilà, oui, le d'accord. test du miroir bute sur le fait qu'il c'est un test visuel. Donc, En fait, la il question est à l'étude. faudrait, oui, peut-être continuer à chercher des tests qui soient adaptés aux espèces, finalement. Voilà.
En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que le test d'Inora montre qu'il y a une certaine conscience de soi chez certains animaux visuels, mais il est probable que beaucoup d'animaux non visuels ont aussi une conscience d'eux-mêmes que nous n'avons pas encore mis en évidence scientifiquement. D'accord. Alors, justement, tu le disais, effectivement, on sait que les chiens sont très intelligents, etc. Est-ce que, il y a un lien finalement entre la sentience et l'intelligence? Ou est-ce que ce sont complètement deux notions, différentes où on peut être sentient et ne pas être intelligent? Alors, qu'est-ce que Alors, l'intelligence aussi? non, non, je Voilà, pense que, alors, je pense que d'abord, c'est difficile de définir l'intelligence parce que chaque animal a sa façon d'être intelligent dans son milieu. C'est pas facile de. c'est Enfin, vrai. c'est impossible de savoir, de dire par exemple qu'un dauphin est plus intelligent qu'un chimpanzé, plus intelligent qu'un éléphant parce qu'ils ils sont pas dans le même registre de comportement. Mais on sait qu'il y a des animaux plus intelligents que d'autres qui sont capables de faire des choses assez extraordinaires, faire des détours, des choses comme ça. Bon. Alors, oui, la conscience est liée à l'intelligence, bien sûr. C'est pas un hasard si on trouve la conscience que dans des groupes d'animaux très intelligents, à savoir les pieuvres et les vertébrés. C'est pas un hasard. Tout à fait, c'est lié D'accord. Alors, le lien direct, c'est j'en sais rien. On peut peut-être imaginer que des animaux plus intelligents auraient en outre une conscience d'eux-mêmes, peut-être. Ça n'a pas été montré, mais c'est plausible. Mais alors, est-ce que finalement, 'fin, comment peut-on évaluer vraiment cette sentience? Parce que est-ce que c'est à l'échelle d'une espèce ou bien est-ce que ça peut pas varier aussi d'un individu à l'autre? Puisque si tu dis par exemple que c'est lié à l'intelligence, je pense à nous en tant qu'humains. Effectivement, on dit que les humains sont extrêmement intelligents par rapport à d'autres espèces, même si parfois ça peut se discuter. Mais parmi les humains, on est tous d'accord sur le fait que tout le monde n'a pas le même degré d'intelligence. Il y a ces fameux tests de QI. Il y a des humains qui sont atteints de certaines pathologies qui vont les rendre justement plus ou moins intelligents ou plus ou moins de capacité aussi d'apprentissage, etc. Est-ce que c'est pareil finalement chez les animaux? Est-ce que tu peux me dire que peut-être tel dauphin va être beaucoup plus sentient et intelligent qu'un autre finalement? Comment ça peut se mesurer ça finalement? Alors, ça se mesure pas, parce qu'on n'a pas les moyens pour l'instant, mais je réponds oui. C'est-à-dire que, comme chez l'homme, il y a des profils comportementaux chez les animaux ne sont pas identiques. Les gens qui ont des chats et des chiens savent très bien que tel chat est jaloux, tel autre ne l'est pas, etc., etc. Donc, D'accord. comme chez les hommes, chez les animaux que nous discutons ici, les animaux intelligents, les vertébrés, disons, il y a des profils comportementaux et il y aura des animaux qui sont plus intelligents que d'autres, d'autres qui seront plus sentients que d'autres plus émotifs que d'autres plus anxieux que d'autres, etc., etc. Bien entendu, c'est pas, ils n'ont pas le même caractère, bien entendu. D'accord. Donc finalement, le caractère, je dirais le profil personnel a vraiment une influence sur cette sentience Oui, finalement. on ne peut pas le mesurer, mais oui, mais c'est le cas chez l'homme. Faisant une Donc, référence à l'homme, malheureusement, il y a des hommes qui n'ont pas les capacités émotives qu'il faut et qui sont, sur le plan psychologique, anormaux, si vous voulez, oui, qui sont des grands criminels parce ils n'ont pas, par exemple, d'empathie, des choses comme ça. oui, Donc, oui. il y a probablement des choses similaires chez les animaux, Mais ça, je probablement. pense Mais que ça c'est n'a pas été étudié. oui, voilà, je pense que c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, d'où l'intérêt aussi de voir l'animal en tant qu'individu et pas seulement en tant qu'espèce. Je Alors pense ça a pas. été fait. Il y a des profils comportementaux. Dans certaines espèces, il y a des tests Oui, de comportement. Ça a été fait chez les oui, chats, chez les chiens, oui, chez les voilà. éléphants. Chez les éléphants, après des tests qu'on a fait avec les cornacs, on montre qu'il y a des groupes de caractères d'animaux Tout à fait. Mais plus par actifs. exemple, tu vois, d'un point de vue juridique, l'animal sauvage, en fait, est vu comme une espèce et pas comme un individu. Donc, par exemple, si je torture en fait un animal Bien sûr. sauvage, je ne vais pas pouvoir être condamné parce que justement, il n'est pas individualisé. Et avec Bien ce que tu sûr. dis là, on comprend bien tout l'intérêt justement d'individualiser l'animal et pas simplement de le voir comme un groupe indistinct finalement. Alors, ceci dit, il y a quand même des choses communes. Par exemple, on parle des animaux sauvages. En ce qui concerne, par exemple, la douleur, même si le vécu personnel de l'animal peut changer, je caricature, un faisan A n'aura peut-être pas le même vécu qu'un faisan B.
Mais Oui, tous sont capables de douleur, en d'autres termes. Ce n'est pas exactement. plus légitime d'envoyer un petit morceau de métal dans le ventre d'un faisan sauvage que dans le ventre d'un faisan domestique. Exactement. S'il quitte la ferme, il a la même sensibilité. Alors que malheureusement, les animaux Tout à sauvages ne fait. sont pas reconnus et puis Ça, ils sont c'est un manque de la loi sensibles française des justement, animaux sauvages. Tout oui, à fait. la fameuse sensibilité où on dit effectivement que ce n'est pas assez représentatif. Finalement, ils n'ont même pas droit à cette appellation Tout à fait. finalement, alors qu'ils sont bien plus que sensibles, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, donc, toutes ces études finalement sur la sentience animale, est-ce que tu peux me dire à peu près à quand elles remontent? Alors, ça dépend ce qu'on appelle. Si elles font référence à la sentience, c'est tout récent. Mais D'accord, avant, on appelait ça sensibilité. On appelait ça sensibilité douloureuse. Et ça remonte à, disons que c'est post-bernardien. Toute la recherche après oui, Claude Bernard a commencé à montrer que les animaux étaient capables de douleur et de souffrance, même si ça ne s'appelait pas sentience à l'époque. Et puis on peut d'accord, même aller beaucoup plus loin. Dans l'Antiquité déjà, alors là c'était une approche beaucoup plus empirique, mais il y a des philosophes comme Plutarque, Porphyre, qui ont dit les animaux sont des êtres, ils n'ont pas dit sensibles, mais ils ressentent comme nous. En d'autres termes, déjà dans l'Antiquité grecque, il y avait ce problème-là. d'accord. Donc finalement, c'est vraiment Descartes qui a tout Alors, bouleversé en nous dans parlant de cet l'Occident, animal d'abord dans magique. l'Occident du Moyen Âge et la Renaissance, ça commence un petit peu, mais il n'y avait pas beaucoup d'efforts de type scientifique. Alors Descartes est arrivé, il a dit en gros, moi je pense que l'organisme est une machine, l'homme y échappant parce que lui il avait en plus une âme que l'animal n'avait pas. C'est surtout son élève Malebranche qui a caricaturé la question en disant, c'est Malebranche qui disait surtout, c'est vraiment des machines, ils n'ont aucune sensibilité, etc., Une etc. Alors horloge, ça a eu etc. deux conséquences, une favorable et une défavorable, mais liées. C'est ça qui est étonnant. Conséquence favorable, ça permet le développement de la science. Claude Bernard et Effectivement. les autres, puisque les animaux sont des machines, on peut les couper en rondelles et voir comment ils se comportent. Et la biologie a été fondée là-dessus. La biologie expérimentale, elle est cartésienne. Mais en même temps, la même disposition, comme on disait que l'animal n'a pas d'âme, donc pas de sentiment, ça aboutit à une maltraitance absolument considérable des animaux. Pas toujours dans la pratique. Je pense qu'il y a des gens qui aimaient bien leurs animaux, mais dans la philosophie, dans la société, ça aboutit à une maltraitance complète. Donc, c'est curieux que la même position, l'animal-machine, aboutit à un succès de la science et en même temps à une maltraitance des animaux. Et alors, par un retour des choses ironiques, la science, en analysant le corps des animaux, a montré que finalement, ils fonctionnaient comme le nôtre. Et que si on faisait abstraction de la notion d'âme, puisque la science a une fonction matérialiste actuellement, si on s'éloignait de la thèse cartésienne de l'âme, eh bien, il n'y a pas de raison de considérer que les, entre guillemets, machines animales n'étaient pas rigoureusement identiques aux machines humaines. En tout cas, leur ressemblaient beaucoup. Oui. Mais alors, justement, là, tu disais que cette déconsidération, je dirais, de l'animal, donc en disant que voilà, c'est une machine remontée comme une horloge, etc., On a est, on est permis, très, on est très influencé par ça encore, hein. Quand c'est on vrai, entend dire, oh, l'animal, après tout, ce n'est qu'une bête, c'est exactement ça, hein. tout à fait, tout à fait. Alors, ça se vérifie aussi dans le domaine de l'agriculture, Tout à fait, etc. tout à Là, fait. je lisais justement quelque chose hier, un reportage où finalement les jeunes éleveurs sont un peu confrontés à ça en se disant, bah, on a quand même une relation, c'est vrai, avec les petits veaux, etc. Et puis, il y avait une jeune fille qui disait, oui, mais bon, je les emmène à l'abattoir, c'est la vie, c'est comme ça, Oui, bien finalement. sûr. Voilà, donc c'est vrai que, C'est un bon, bah, problème qui n'est pas simple. Ouais. exactement. Mais alors, là, tu vois, j'ai une question qui me vient parce que tu disais très justement, effectivement, que de déconsidérer l'animal, ça avait permis de faire avancer la science. Aujourd'hui, la science est suffisamment avancée pour avoir compris, effectivement, le niveau de sentience des animaux. Est-ce que, à l'inverse, de maintenant avoir cette compréhension-là de la sentience animale, est-ce que tu penses que ça peut être un recul, pour la science, justement? Est-ce que... Non. Non, je ne Non. vois pas que ça recule, mais en tout cas, la science va se préoccuper de ne pas traiter les animaux n'importe comment. Les lois, les nouvelles lois des directives européennes, par exemple, à laquelle la France est soumise, Oui. demandent maintenant pour les vertébrés et les pieuvres un minimum de respect. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec un animal. Il faut, dans cette condition, le traiter, l'anesthésier, etc. Il est remarquable que d'ailleurs, c'est sur le plan scientifique qu'on a fait ces progrès. En d'autres termes, un scientifique n'a pas le droit de torturer un poisson pour s'amuser. C'est interdit. Mais pour la gastronomie, envoyer une truite vivante dans l'eau bouillante, ça c'est OK.
le reste de la société, je pense aux les jeux cruels comme la corrida, je pense à la gastronomie, je pense souvent aux élevages aussi. Le reste de la société n'a pas suivi encore ces préceptes de respect de l'animal qui sont déjà, euh, avec des réserves bien sûr, imposés dans l'expérimentation scientifique. C'est vrai, tout à fait, mais je te rejoins complètement parce que tout à l'heure, nous parlions de la xénotransplantation là, pour laquelle j'avais été interrogée pour Le Monde. Et en fait, c'était enfin, ce dont on m'a posé la question en disant, mais est-ce que vous pensez que ça serait éthiquement acceptable d'élever des animaux pour prélever leurs organes pour sauver des personnes humaines? Et en fait, j'ai répondu, mais finalement, on ne se pose pas la question pour les millions d'animaux qui sont Bien tués sûr, tous les jours pour les consommer, alors que nous n'avons pas besoin de manger de la chair animale pour vivre. Donc, ça me paraît pas moins acceptable de prélever un organe pour sauver une vie humaine, là vraiment, parce que la personne va vraiment décéder, plutôt que de le tuer pour le consommer, alors que c'est vraiment complètement inutile. Et là, je te rejoins, puisque finalement, là encore, comme c'est une expérimentation scientifique, on est finalement beaucoup plus dur avec le regard sur le scientifique qui va utiliser l'animal, alors que bah, là, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est vraiment une finalité qui est louable et qui, voilà, permet vraiment de sauver une vie. Alors certes, on peut se poser la question, est-ce qu'on a le droit de sacrifier une vie animale pour sauver une vie humaine, etc. Après ça, ce sont d'autres considérations. Mais finalement, le débat est complètement décentré par rapport à l'élevage qui me paraît la priorité, en fait, absolue. Tu vois ce que je veux tout dire? à fait, mais je suis absolument 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, tout à fait. Bah, dans l'élevage, c'est pas le discours d'aujourd'hui, mais l'élevage, il faut quand même opposer là aussi. Si on pouvait, sans arriver à complètement supprimer l'alimentation carnée, qui est un gros problème, mais on pourrait déjà réduire les choses abominables des élevages industriels, on aurait déjà fait Déjà. un grand pas en avant. Effectivement, parce que c'était pas la même chose. Effectivement, auparavant, on avait vraiment une vraie petite ferme avec différents animaux, un vrai rapport aussi avec Tout à l'éleveur. fait. Alors, certes, effectivement, quand on est éleveur, d'avoir aussi ce rapport d'amitié entre guillemets avec l'animal et puis finalement de le mener au couteau ou à l'abattoir, c'est pas non plus une chose, voilà, formidable, mais au moins ça permet un vrai respect de l'animal que Disons nous que n'avons le plus du respect était tout. meilleur. Voilà, que nous n'avons plus du tout dans l'élevage industriel, en fait, tout à Tout à fait. fait. Mais non, non, mais ça, c'est vraiment intéressant et ce sont pas du tout des questions séparées, c'est vraiment relié complètement. Ah ben, pour ce qui est des animaux de la mer, puisqu'on va en parler, il y a des projets d'élevage industriel de pieuvres, par exemple. Ouais. Oui, tu nous en reparleras tout à l'heure, justement, effectivement. Non, mais c'est vrai que ça devient, bah, c'est toujours la marchandisation du Ben, les vivant à poissons aussi, outrance, quoi, c'est beaucoup ça. de poissons sont traités de cette façon-là aussi, hein. Tout à fait. Alors justement, toi, donc tu es biologiste effectivement de formation, donc tu as évolué effectivement vers cette discipline philosophique qui fait aussi ta particularité. Mais est-ce que le biologiste est le seul à pouvoir évaluer cette sentience? Alors même si tu me dis effectivement qu'on ne peut pas évaluer vraiment le degré, effectivement, mais est-ce que d'autres scientifiques qui travaillent au contact des animaux. Alors, je pense effectivement aux vétérinaires dont on parlait tout à l'heure, mais par exemple les éthologues, etc. Est-ce que eux aussi ont le pouvoir finalement d'évaluer cette sentience ou bien c'est vraiment le biologiste qui est le plus à même parce que d'un point de vue voilà corporel, il va vraiment pouvoir décrire cette sentience. Tout d'abord, je considère les vétérinaires et les éthologues comme des biologistes aussi. Donc, c'est d'autres formes de biologie. D'accord. Alors, dans des cas comme ça, pour ce qui est des arguments généraux sur une espèce, etc., on ne peut pas faire l'impasse sur sur l'expert. L'expert qui peut être, encore une fois, un vétérinaire, pas le biologiste qui va analyser seulement la douleur animale dans son laboratoire, hein. Je pense que pour certains groupes d'animaux chez qui la détresse n'apparaît pas, par exemple, que les animaux qui crient, on voit tout de suite que l'animal crie, il n'est pas heureux. Mais il y a des animaux, par exemple, certains bovins, les spécialistes vous disent, ah ben, il a les oreilles qui se tendent, etc. Ça veut dire qu'il est en détresse. Moi, je ne le vois pas. En d'autres termes, pour certains groupes d'animaux, c'est le spécialiste, encore une fois, le spécialiste, qu'il faut faire au spécialiste, mais c'est le spécialiste qui vit avec l'animal, qui connaît son comportement et qui pourra le dire. Donc, Oui. oui, oui à votre question, le législateur ne peut pas faire l'impasse sur sur l'expert, mais l'expert, c'est plus général. C'est celui qui connaît l'animal pour des raisons scientifiques et ou parce qu'il vit avec lui.
D'accord. Et c'est vrai parce que là, comme on parle des animaux marins, c'est encore plus difficile pour nous, Très c'est vrai, difficile, de nous oui. identifier parce que finalement, on a toujours ce réflexe d'identification. C'est vrai que le chien, le chat, bon, ben, on va voir ce cri, voilà, on va voir, on va peut-être dire, tiens, il a la truffe chaude, il a de la fièvre, il a. Que c'est vrai que quand on voit une baleine, un dauphin, déjà, on n'évolue pas dans le même milieu puisque nous, on est sur Terre, eux, ils sont dans l'eau. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas cette même façon. Et forcément, si on connaît peu en fait l'animal, et c'est pour ça que, par exemple, Fabienne Delfour, là, qui faisait partie de notre deuxième épisode, qui étudie vraiment les dauphins, bah, c'est vrai qu'elle va avoir plus de références pour sentir le stress de l'animal ou une anxiété, une souffrance, que c'est vrai que quelqu'un qui va être pareil, spécialisé dans les animaux, mais dans une espèce terrestre, par exemple. Tout à fait. Mais il y a deux groupes que je voudrais mentionner, puis on reviendra dessus peut-être. Oui, Oui, il y a les cétacés. Les cétacés qui sont des... Bon, ils sont retournés à la mer, mais ce sont des mammifères, et ils sont très intelligents. Alors, pour le dauphin, ça commence à être connu. oui, Mais pour les autres, ils sont très intelligents aussi. Les baleines, les orques, etc., sont des animaux remarquablement intelligents. Et alors, c'est difficile de comparer les intelligences des différents groupes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les cétacés, c'est d'un niveau d'intelligence comparable aux chimpanzés, aux éléphants, etc. C'est des animaux très oui, oui. intelligents. Et alors, le deuxième groupe que je voudrais évoquer, c'est les pieuvres, enfin les mollusques céphalopodes. On a trouvé ça récemment, de toute façon inattendue. Personne, alors ils sont pas aussi intelligents que les cétacés, hein, mais ils sont intelligents comme certains poissons, par exemple, hein. Personne n'imaginait ça. Sur le plan évolutif, ce sont des cousins des escargots, et même même des huîtres à la limite. Ah d'accord, oui. Et donc, ils ont développé un système nerveux de façon inattendue, avec des capacités extraordinaires. Ils ont des yeux qui ressemblent aux nôtres. Il y a une convergence. Ils ont des mains, des tentacules, qui leur permettent de manipuler leur environnement. C'est vrai, on Et les voit même ouvrir des voilà, bocaux, ils peuvent ouvrir des etc. bocaux pour apprendre. Et donc, ils ont une intelligence, c'est fabuleux. Alors, encore une fois, ce ne sont pas des cétacés, hein, mais on peut les comparer comme intelligence à certains poissons. C'est inattendu que ces animaux, qui sont des mollusques, aient eu cette capacité. Ça a été une grande découverte. Au point encore que maintenant dans les lois qui gèrent l'expérimentation, on tient compte maintenant des capacités de sentience des vertébrés, poissons compris, Ouais. mais aussi des mollusques céphalopodes comme la pieuvre. Tout à fait. Alors, avec des réserves, parce que par exemple, nous n'avons pas d'indication sur la façon de les mettre à mort, par exemple. Ils Là, sont, je sais pas si. Alors oui, là, je ne vais pas spécifier des pieuvres. Je sais oui. pas s'il y a une Ils façon. sont, bah, en tout cas, ils ne font pas partie du tableau, tu Tout à sais, des fait. différentes mises à mort, ils ne figurent pas dedans. Alors, pour les mises Il à n'y a mort, pas non. Mais en fait, alors c'est ça qui est assez étrange, c'est que le céphalopode est censé être protégé, mais en fait, par exemple, tu sais, dans toutes les directives, par exemple, pour son environnement, pour tous les autres animaux, on a des tailles de cage, des oui. températures, la luminosité, etc. Et en fait, le céphalopode est complètement absent de ces recommandations. Pareil pour les Parce mises qu'il y à en a très mort. peu parce qu'il y en a très peu dans les laboratoires, en fait. D'accord. Alors, une idée comme ça, je ne sais pas du tout, il faudrait demander à des spécialistes des céphalopodes, mais pour l'anesthésie, je ne sais pas si ça marche chez les céphalopodes, je m'avance là, mais pour beaucoup d'animaux à sang froid, l'anesthésie au froid est très efficace. D'accord. L'endormissement par le froid progressif. Je ne sais pas si ça marche avec les céphalopodes, mais il y a en tout cas un certain nombre d'animaux, des mollusques, en particulier les mollusques bivalves, chez qui ça marche très bien. D'accord. Mais tu vois, je trouve que là encore, c'est quand même une lacune de la législation de ne pas Ah, tout à avoir fait, tout à décrit, fait, tu vois, quelque chose pour aider même justement les chercheurs à faire quelque chose qui puisse vraiment tout à correspondre fait, à tout à l'animal, fait, quoi. tout à fait. Alors ensuite, alors oui, je m'interrogeais aussi donc par rapport à la parole. On sait que en tant qu'animaux humains, donc on est doué de parole, mais les autres animaux ne sont pas dépourvus de langage finalement, qui sont un peu comme voilà des langues étrangères pour nous. Est-ce que ces différentes formes de langage peuvent aussi traduire finalement la sentience? Alors, d'abord, la notion de langage, déjà, il y a des controverses, parce que pour les éthologistes préféraient parler de communication. D'accord. Et ils limitaient le langage à des choses tout à fait limitées quand la communication était différée. C'est-à-dire lorsque une abeille trouve une source de nourriture et elle va faire le rapport à la ruche de ce qu'elle a trouvé. Donc il y a un délai entre les deux. Et les zoologistes parlaient de langage des abeilles dans ces cas-là, des cas rares. D'accord. On est influencé par les zoosémioticiens
et un certain nombre de gens comme moi pensent qu'il faut prendre la définition des zoosémioticiens qui parlent de langage pour tout. En d'autres termes, considérer comme toute communication, le cri d'un oiseau qui voit un épervier, considérer que c'est une forme de langage, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, j'adopterai cette définition, si vous permettez. Bien Et sûr. donc, oui, alors que le langage, bien sûr, donne des informations. Les communications, dont le langage, l'oiseau qui crie parce qu'il voit un épervier, il manifeste une certaine détresse. Et d'ailleurs, cette information est comprise en général par d'autres espèces. La forêt devient silencieuse à ce moment-là. Donc oui, bien sûr. Alors, c'est pas des langages compliqués comme le nôtre. Ça, c'est l'une des grandes différences entre l'espèce humaine et les autres espèces animales, c'est que nous, on a des langages extrêmement compliqués, y compris le langage mathématique, langage musical, etc., qui nous permettent d'analyser le monde, de simuler le monde et d'avoir une technologie très supérieure aux autres espèces. Ça, c'est notre grande différence, si j'ose dire. Mais il y a des langages plus simples chez beaucoup d'animaux qui manifestent leur détresse, leur joie, c'est mon territoire, j'ai envie de manger, etc., etc. Oui. Bien sûr, il y a toutes sortes, Et toutes puis, formes. oui, puis je dirais peut-être aussi qu'il y a des langages qui sont. Est-ce que c'est vraiment si simple? Parce que, par exemple, tu vois, on parlait des cétacés tout à l'heure, ils ont beaucoup, tu vois, Alors, d'ultrasons. on commence à le comprendre. Oui, voilà, parce que On n'a pas tout déchiffré. Alors, c'est ça, je pense bon, que. je ne pense pas que ça soit aussi compliqué que le langage mathématique, hein, Oui, mais il s'en prend beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Le langage des oui. dauphins, on le maîtrise pas complètement pour C'est ça, l'instant. je pense qu'il faut pas, enfin, faut pas non plus trop le simplifier. Tout à fait. Et voilà, je pense Maintenant, des que. langages compliqués comme ceux des dauphins, qu'on va peut-être déchiffrer un de ces jours, Oui, ça vaut pour des animaux sociaux, hein. oui, L'animal social a plus de nécessité à communiquer. Je rappelle que les éléphants en particulier, par exemple, communiquent en tapant sur le sol et ils ont une espèce d'oreille, enfin d'organe d'audition sur la plante des pieds qui permet de communiquer entre troupes, par exemple. Ça a été découvert il y a quelques années. On n'imaginait pas que l'éléphant avait une oreille sous la plante des pieds. Donc, en tapant sur le sol, il se transmet des informations entre troupes. On a trouvé ça. Peut-être que même grâce à ça, avec ces plantes des pieds, ils peuvent prévoir l'arrivée d'un tremblement de terre à l'avance dans certains cas. Donc, voilà une découverte qui a été faite il y a quelques années, toute récente, hein. Donc, d'accord. il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et est-ce que ces découvertes-là étaient fortuites ou est-ce qu'il y avait eu une étude Je ne spécialisée sais pas comment ils sont arrivés à la compréhension par les éléphants de la plante des pieds. Je ne sais pas comment le Mais chercheur par est arrivé. exemple, tout à l'heure, comme tu me disais, le céphalopode, où c'était très récent de savoir qu'il était doué de sentience, etc. Est-ce que l'appareil, c'était fortuit quand on l'a découvert ou... Alors, je pense que les céphalopodes, comme ils manifestaient un comportement entre guillemets intelligent pour ceux qui les connaissaient, je pense qu'il y a des gens qui se sont penchés là-dessus à cause de ça. D'accord, Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Le bien monde sûr. animal est très mal connu. On connaît d'autant mieux les vertébrés parce qu'ils sont proches de nous, on les a beaucoup étudiés. Et encore, hein, regardez l'audition de la plante des pieds des éléphants, c'est tout Oui, récent. Il y a c'est beaucoup vrai. de groupes. Je voudrais prendre un groupe d'animaux marins, c'est les crustacés. Pour l'instant, les crustacés, ils ne sont pas dans les animaux considérés comme sentients. Mais ils le sont peut-être. Il y a un certain nombre d'arguments qui suggèrent qu'il y a peut-être une forme de conscience, alors peut-être pas la même que la nôtre, peut-être pas la conscience d'accès. Ça a été trouvé par un chercheur anglophone qui s'appelle Elwood, qui travaille à Belfast, sur ce qu'on appelle les Bernard l'ermite. C'est Oui, des cousins des crabes des écrevisses, hein. Les Bernard d'accord. l'ermite, ils vivent dans des coquilles de mollusques. Oui, Ils habitent dans des coquilles d'un mollusque, une coquille vide. Et donc, ils aiment bien cette coquille. Il y en a qu'ils aiment, d'autres qui aiment moins. Et les chercheurs ont proposé des coquilles avec l'intérêt de la coquille, mais avec des chocs électriques légers. C'est-à-dire que il fallait que le Bernard l'ermite fasse la balance entre l'intérêt de la coquille et puis le choc déplaisant qu'il recevait. Et Elwood dit, alors c'est lui le spécialiste, il dit, dans les moments où l'animal va choisir sa coquille, il y a des temps de latence et je ne peux pas croire que c'est un choix inconscient. Moi, je pense que l'animal, entre guillemets, délibère et qu'il y a, dans ce choix de coquille, une forme de conscience. Alors, à d'accord. voir. Mais Oui, donc, oui. ça pose la question des Mais crustacés. voilà, ça ouvre des perspectives, dirons-nous, sur Voilà, d'autres catégories animales, quoi. tout à fait. Mais alors, est-ce que donc là, on parlait par exemple des dauphins tout à l'heure. Est-ce que il y a des études particulières qui sont réservées aux animaux marins ou en tout cas Sur les sur dauphins, sur les cétacés, il y a beaucoup de choses, mais ça, il faudrait demander à Delfour, qui est plus oui, compétente que moi. Il y a énormément de oui, travaux qui cherchent à déchiffrer les codes, justement, de ces animaux.
c'est en train de venir. Là, il y a beaucoup de travaux, tout à fait. Mais encore beaucoup de choses à apprendre, comme tu disais, pour les orques, les baleines, Tout à fait, tout à fait. etc. Bien sûr, bien Notamment sûr. même dans leurs déplacements aussi. C'est vrai que On connaît tous ces animaux très mal, très très mal. oui, bah comme l'océan, je dirais en On règle connaît bien les générale, hein, animaux c'est vrai que qu'on oui. fréquente. Bien, c'est relatif, mais on connaît assez bien les chiens et les chats parce qu'on vit avec eux. Et encore. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est vrai que on entre finalement dans un monde inconnu, quoi, Tout à fait. où presque Il faut voir qu'il y a des tout quantités est d'animaux qui ont des capacités intellectuelles et de sentience, qui vivent autour de nous et qu'on ignore, qui sont pour nous des étrangers alors ils ont des capacités tout à fait remarquables. tout à fait. Alors justement, puisqu'on parle du milieu aquatique, on a les poissons justement, et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu parce que c'est vrai que je trouve que la souffrance des poissons, en fait, elle est vraiment invisibilisée, Tout à je fait, dirais, tout à fait. puisque, alors là encore, hein, on le disait, on ne vit pas dans le même milieu, donc on Voilà, interprète mal, voilà, leurs besoins, leurs comportements. Ça suscite peut-être moins d'empathie, tout à fait, tout effectivement, à fait. que les animaux terrestres, mais euh, qu'est-ce qu'il en est finalement de leur sentience? Alors, ils ont une sentience. Alors, probablement avec des différences. Il est probable que tous les poissons n'ont pas exactement le même niveau d'intellectuel et niveau de sentience. Par exemple, les raies manta s'apprivoisent très bien. Des mois après, elles viennent revoir la personne qu'elles connaissent. Donc, il y a des cas qui ont été documentés de poissons très intelligents. Donc, ils ont une sentience. Alors, évidemment, l'ennui du poisson, c'est qu'il ne crie pas. Ben Et donc, voilà. on a tendance à le traiter un petit peu comme une machine. Et je pense qu'il y a beaucoup d'élevages industriels de poissons où le poisson est encore traité comme une machine, hein. Oui, puis c'est vrai que même par exemple, quand on voit les poissons qui sont pêchés, on les voit agoniser sur Tout à le pont fait. des bateaux, Le même, poisson ne crie pas, donc à la limite, je caricature, on s'en fout. Mais oui. c'est une erreur. Sur le plan moral, c'est une erreur. Oui, c'est ça. Alors, oh bah, je commence à avoir des chats dans la gorge Pardon, moi aussi. j'ai une grippe, je ne sais pas si ça s'est vu. Peut-être que tu me contamines Pas à distance. à travers l'écran. Mais alors, si on fait un petit récapitulatif finalement de ce qu'on sait ou ce qu'on ignore un petit peu. Alors, tu me disais sur les mollusques. Donc, mollusques, on a les moules, les huîtres, Alors, les le groupe des mollusques est un groupe carapaces. très Oui, hétérogène, parce qu'il y a les pieuvres d'un côté et les calmars qui sont très intelligents. d'accord. Au centre, il y a les escargots qui ont une intelligence qu'on ne maîtrise pas bien, ils ont probablement une forme d'intelligence. Et puis il y a les huîtres et les moules qui sont probablement pas très évolués sur le plan intellectuel et cérébral. D'accord. Donc Coquille c'est un Saint-Jacques, groupe très pareil. hétérogène, très hétérogène. Les... Alors que les vertébrés, c'est un groupe très homogène. On se ressemble tous, hein. Entre un poisson, un oiseau et un mammifère, il y a quand même beaucoup de ressemblances. On a des membres, des yeux, etc., etc. Autant les mollusques sont un groupe très divergent et donc avec des sous-groupes très différents les uns des autres. Donc, le calmar, par exemple, lui, on peut dire qu'il est sentient Ah oui, ou... tout à fait. Ah oui, Les céphalopodes, tout ce qui est cousin de la pieuvre, le calmar, la sèche, etc., sont considérés comme sentients. Tout à fait. d'accord. La sèche aussi, alors que tu La vois, sèche aussi. c'est vrai qu'on n'a pas l'impression quand on voit une sèche qu'elle va Ça réagit ressentir. moins. Tu vois. Je vais pas le. Il faudrait demander à des spécialistes. Elle a peut-être pas le niveau intellectuel de la pieuvre. Ça, j'en sais rien. Oui, oui, bien C'est sûr. difficile de comparer les espèces entre elles. Mais peut-être. On devrait en tout cas être plus prudent, même pour les animaux qui sont ambigus, les crustacés par exemple, hein. On a pris l'habitude d'envoyer des crustacés vivants dans l'eau bouillante ou de les couper en deux vivants. On pourrait prendre un minimum de précautions. Encore Oui, une fois, on pourrait les endormir par le froid avant et la qualité gastronomique ne serait pas perdue pour autant. Donc, je veux dire, avec un minimum de respect, il y a des choses qu'on pourrait faire. oui, c'est vrai. Par exemple, tu parles des crustacés. On entend souvent, par exemple, dans les élevages de crevettes où en fait on leur arrache un œil, tu sais, Oui, oui, pour oui. Et accélérer. tant d'autres choses. Et tant d'autres Ouais. choses. Oui. Oui, oui, donc c'est vrai que ça, tu Je préconises que... pense on pourrait faire, sans nous priver trop, on pourrait faire beaucoup de choses de façon relativement simple. Oui, tout à fait. Et alors justement, par exemple, si on aborde le cas du corail, je me posais la question parce que finalement, le corail, c'est un animal. Et Alors, il y a de la nociception. d'accord, Il y a pas des neurones, mais il y a un peu l'équivalent des neurofibrilles. Donc, il y a une sensibilité de type douloureuse, mais pas de la douleur au sens conscient du terme, attention. d'accord. Donc Là, je préfère nociception. on serait Dans le plus thorax, dans un peu comme... il y a une sensibilité de type, entre guillemets, paranerveux, oui. D'accord, un peu comme donc la moule ou l'huître, alors dans Oui, c'est assez la comparable. comparaison, quoi. Oui, la D'accord, boulolite, il y a des neurones, hein. Mais d'accord. il y a un peu l'équivalent
chez les polypes et les méduses, qui sont des cousins. Donc, il y a une forme de sensibilité aussi, qu'il n'y a pas chez les D'accord. éponges. C'est l'exemple qu'on cite, il n'y a pas ça chez les éponges. Mais chez les autres animaux, il y a, oui, tout à fait, chez le coraux, il y a une sensibilité. Il y a une D'accord. sensibilité. Donc, dans les Mais à animaux, mon avis, inconsciente, hein. oui, et dans les animaux donc complètement insensibles, est-ce qu'il y a que l'éponge ou tu m'avais Bah, parlé, je Les crois, éponges, c'est un groupe, les éponges, hein. Oui, c'est vrai, on Oui. dit l'éponge. Et tu m'avais parlé du ver aussi, je Ah non, crois. non, non, les vers ont des neurones, les vers Et sont c'était ultra le sensibles, ver hein. solitaire, je crois. Alors, le ver solide, alors, Oui, pardon, les vers sont sensibles. Ce oui, sont des ancêtres des insectes, des mollusques, etc. Donc, le ver de terre, il a une sensibilité. oui, ça d'accord. Oui, oui. Probablement pas une conscience. Ça peut se discuter, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait une sentience chez le ver de terre. À voir, à voir. Mais alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle le parasitisme. Voilà. Le parasitisme aboutit à une régression. Mais c'est un animal très particulier. Un animal parasite comme le ver solitaire, il a plus de cerveau. Donc, alors Oui, lui, il n'a plus du tout de sensibilité non plus. Mais c'est une d'accord. régression parasitaire. C'est très particulier. D'accord. Donc finalement, hormis ces cas-là, tous les autres animaux ont quand même une sensibilité minimale, en fait. Oui, une nociception. Une nociception, Nociception. tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et les reptiles aussi, tout Ah, ce les reptiles, c'est des vertébrés, c'est comme nous, hein. D'accord, donc tout ce qui est tortue de mer, serpent de mer, Alors, je peux pas dire, iguane, pour répondre crocodile. à la question que tu avais posée tout à l'heure, je peux pas dire exactement quel est le vécu existentiel de leur sensibilité. Ça a bien embarrassé qui peut le dire. Oui, Mais tous les vertébrés, c'est un groupe très homogène. On a tous des mécanismes cérébraux, tous, hein, les poissons, les reptiles, les tortues. On a tous des mécanismes dans le cerveau qui gèrent les émotions, ça s'appelle le système limbique, qui gèrent la conscience, c'est la connaissance, c'est-à-dire le cortex cérébral. Et donc, on a tous la capacité à avoir une sentience d'accord, qui tout n'est à probablement fait. pas la même. Oui, Alors, oui, il y a eu une je controverse avec comprends. les sociétés de pêche il y a quelques années, qui avait dit, parce qu'il y a plusieurs types de cortex. Il y a un cortex élevé qui s'appelle le néocortex, qu'on trouve essentiellement chez les mammifères, un peu chez les oiseaux, un peu chez certains reptiles, et puis ce qu'on appelle l'ancien cortex, qui s'appelle l'archicortex, qui est majoritaire chez les poissons. Et les fédérations de pêche avaient dit à un moment, ah ben oui, ils n'ont pas de néocortex, donc ils ne souffrent pas. Absolument faux. On ne voit pas sur quoi reposait cette affirmation. Au contraire, un archicortex qui n'est pas supporté, qui n'est pas dominé par le néocortex est probablement beaucoup plus actif. Et donc, il n'y a pas de raison de penser ils ont des centres des émotions, un centre de la cognition, et je ne vois pas du tout pourquoi ils ne souffriraient pas. Au contraire. D'accord, oui, donc là encore, tout est question d'évolution finalement de la façon dont on appréhende aussi On a ces l'impression que choses. les gens cherchent à se raccrocher sans arrêt pour dire le vieux réflexe cartésien, après tout, c'est que des bêtes, et ils ne souffrent pas. C'est très commode de dire les poissons ne Oui, souffrent pas, mais c'est pas vrai. tout à fait, oui, oui, non, mais ça, c'est toujours important de le rappeler parce que ce Voilà. n'est pas voilà, quelque chose Ça fait penser d'évident à pour Mel tous. Branche, qui est réputé, parce qu'il y a un peu une légende, mais qui est réputé avoir tapé sur des chiens, et quand la pauvre bête aboyait, disait, regardez, c'est comme une horloge qui sonne l'heure. Voilà, c'est ce qu'on Ça fait disait tout penser à à ça. l'heure, effectivement. Alors, et tout ce qui est aussi, je pense que tu vas me dire, oui, mais voilà, comme ça, c'est bien aussi de détailler tout ce qui est amphibien, les grenouilles, les crapauds, Ça a été peu étudié, mais c'est pareil, bien pareil. sûr. Animaux sensibles, pareil, tout à fait. D'accord. Et Les vertébrés, c'est un groupe très homogène, hein. récemment, on voit aussi beaucoup, tu sais, de nouveaux animaux de compagnie. Et je ne sais pas si tu as vu, mais on voit beaucoup des axolotes. Oui, ben c'est un batracien particulier, oui, tout à Et fait. donc, même chose Même au niveau chose, de ah, la bien sûr, sentience bien chez sûr, bien cet sûr. animal-là. Alors, parenthèse sur les nouveaux animaux de compagnie, il serait mieux de les laisser tranquilles dans leur milieu plutôt que de les mettre dans les appartements. Mais ça, c'est ma vie. Effectivement, je pense qu'il y a encore pas mal de travail aussi à faire sur le sujet. Mais là, tu vois, c'est un Oui, animal où on voit l'axolote, vraiment de plus en alors, plus. Et c'est en un plus, animal il très grossit. particulier, l'axolote, parce que c'est un animal qui peut se transformer, selon la qualité de l'eau, en une salamandre. Il se transforme ou il ne se transforme pas. C'est Oui, ce qu'on appelle la néoténie. Il peut se reproduire à l'état de fœtus. Mais il peut aussi donner un adulte. ça, c'est assez incroyable. Oui, Oui, c'est un oui. animal tout à fait extraordinaire. D'accord. Alors, donc en fait, si on résume un tout petit peu dans les catégories, donc on pourrait dire presque qu'il y a les super sentients finalement. Donc là, on va retrouver les humains, les grands singes, et puis dans le Oui, monde c'est difficile à marin. définir. On ne peut pas les définir puisqu'on n'a pas vraiment le test du miroir pour les autres actifs. Oui, Disons il y a des gradations dans l'intelligence. Il y a des animaux sentients qui sont capables d'être conscients de leur douleur. Disons, d'accord. dans l'état actuel des choses, avec des ambiguïtés pour les crustacés, dans l'état actuel des choses, les céphalopodes et les vertébrés.
Ça, il n'y Mais a pas de on doute. dirait quand même qu'il y en a qui, je disais super sentients, parce Voilà, qu'ils alors ont vraiment une moi je dirais super conscience intelligent plutôt que super oui, sentient. oui, voilà, Est-ce effectivement. Mais est-ce on qu'ils ont va plus de retrouver, par exemple, les cétacés, comme on le disait tout à l'heure, ils figureraient dans voilà. cette catégorie, quoi. Il y a D'accord? des super intelligents, certainement les cétacés, les grands singes, les éléphants, probablement les grands fauves aussi, D'accord. les corvidés, les perroquets. Oui, c'est vrai aussi. Donc après, on aurait les sentients, je dirais, classiques, donc ça serait tous les autres mammifères. Est-ce que les céphalopodes, tu les mettrais plutôt dans les sentients ou les Ah non, les très céphalopodes sont sentients, remarquablement dirirais-je? intelligents, mais à ma connaissance, dans l'état d'école des connaissances, ils sont au niveau des poissons, hein. D'accord. Et après, donc, il y aurait les presque sentients dans ce que tu m'as dit Alors, avec, il y a des ambiguïtés pour, on a parlé des crustacés, il y en a pour l'abeille aussi. oui, tout ce qui est oursin, étoile de Oh, mer. moi, non, alors les oies de mer, ça discute. Les oursins, ils sont très sédentaires. Je pense qu'ils n'ont pas un niveau intellectuel très élevé. Mais leurs cousins, qui sont les étoiles de mer, là, la question peut se poser, parce que c'est des animaux qui sont chasseurs, qui ont une certaine mobilité. Alors, personne ne sait quel est leur niveau au point de vue sentience et intelligence. C'est un problème qui reste ouvert, hein. D'accord. Et donc, pour les non-sentients, finalement, on n'a que les éponges. Et puis, et les méduses, Alors, les tu... méduses, ben, c'est des cousins des polypes, des madrépores, des polypes, etc. Donc, ils ont un minimum de sensibilité. D'accord. Donc, L'écrasante majorité des animaux, y compris les méduses, les polypes, etc., sont nociceptifs. d'accord. Actuellement, on considère qu'il y a comme sentients les vertébrés et les pieuvres, enfin les céphalopodes, et peut-être qu'il y a certaines catégories d'invertébrés qui pourraient s'y rattacher dans les années qui viennent. La question reste D'accord. ouverte. D'accord. Donc, en fait, finalement, quand on dit non sentient pour les éponges, donc elles sont aussi non sensibles finalement, Non sensibles, mais pour, oui, mais mais pour, non sentients, c'est l'écrasante majorité des animaux, hein. Dans l'état oui, actuel des choses, c'est l'écrasante majorité des invertébrés, oui, les mais insectes, quand même, etc. on a tout ce qui est mammifères et céphalopodes notamment, quoi, sur les sentients. Ça, c'est Donc, les sentients, c'est ceux qui sont reconnus comme sentients de nos jours, oui, tout à fait. d'accord. Avec des Alors, ambiguïtés à la jonction. d'accord. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des cétacés, donc il est vrai que les dauphins, voilà, sont quand même beaucoup plus mis en avant que d'autres. On a beaucoup parlé, bon, des baleines, Ben, les effectivement, avec dauphins, puis il y a eu ces films, donc les dauphins sont un peu à la mode. Ce qui oui, n'empêche pas qu'on les massacre souvent dans nos filets quand même, hein. exactement, tout à fait. Et Il y a puis, des on a endroits du aussi monde où c'est traditionnel de massacrer les dauphins, ça existe oui, tout encore. à fait. Non, c'est vrai. Et puis bon, on a aussi parlé assez récemment beaucoup des baleines avec l'arrestation de Paul Watson, etc. Tout à Mais fait. c'est vrai que là, on ressent plus, voilà, on peut se sentir assez proche de certains animaux comme Parce ça, qu'ils sont comme sociaux, les dauphins sont voilà. sociaux, l'animal social est plus proche de nous. Exactement. Mais récemment, effectivement, la presse nous a parlé de comportements justement chez ces animaux, alors notamment les orques. C'est vrai que les orques, malheureusement, on les a plutôt vus dans les parcs aquatiques que, Tout à fait. en pleine nature, hein, effectivement. Mais là, on avait vu récemment que, donc à l'état de liberté, c'était dans l'État de Washington, on avait vu une orque qui a porté en fait le corps de son nouveau-né qui était décédé pendant plusieurs jours Tout à et fait. les scientifiques nous ont dit que ils avaient pu observer qu'elle avait eu le même comportement il y a plusieurs années déjà, donc en 2018 ou un précédent nouveau-né, donc un veau, puisque ça s'appelle comme ça, pendant plus de 2 semaines à l'époque, elle l'avait porté finalement pour ne pas le laisser sombrer. Donc c'est quand même des comportements extrêmement complexes. Est-ce que tu... On trouve la même chose chez les chimpanzés. Une chimpanzé qui perd son petit, le porte un certain temps, essaie de l'allaiter, en fait, elle le garde un certain temps. Donc, D'accord. Et c'est un comportement d'animal très évolué, tout à fait. parce que à l'inverse, justement, on a des gens qui vont nous dire, mais en fait, il se rend même pas compte qu'il est Ouais, mort. oui, mais C'est ça, c'est la vieille tech cartésienne.
Voilà. L'animal ne se rend pas compte. Ça, c'est pas vrai. Une orque qui porte son petit, c'est qu'elle a une forme de souffrance, bien sûr. Oui, puis justement, si elle le porte, c'est parce qu'elle voit bien que qu'il Tout à est fait. mort, parce que sinon, elle le toucherait pas. Donc, Je connais c'est ça chez les chimpanzés. Les chimpanzés, elle porte son petit, puis vous attendant, elle s'aperçoit que le petit ne bouge plus, etc. Elle finit par le laisser avec des mimiques un peu de tristesse, en quelque sorte. Donc, bien sûr. on connaît ça mieux chez les chimpanzés, mais Oui, et puis par exemple aussi chez les éléphants dont tu parlais tout à l'heure, on sait qu'ils ont des rituels très alors développés. ils vont voir les dépouilles de leurs parents. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que la- C'est difficile, on n'est pas dans la tête de l'animal, c'est difficile de savoir ce qu'il pense, effectivement. oui, mais Mais c'est ça vrai qu'il aussi. faut pas Mais les éléphants, c'est minimiser des en animaux fait. très sociaux aussi, très sociaux, qui s'entraident entre eux, ils sont extrêmement sociaux également. Oui. Alors justement, on a un peu compris toutes ces spécificités animales, mais est-ce que tu penses finalement que la régulation juridique des activités humaines devrait finalement prendre en compte la sentience animale? Oui, bien sûr, mais c'est pas facile parce que, alors bon, bien sûr, dans les animaux marins dont on parle ici, il faudrait éviter de faire des élevages en batterie, de poissons, c'est déjà le cas, de pieuvres, etc. Mais le gros problème, le plus gros problème sur un plan du nombre d'animaux, c'est les élevages en batterie d'animaux terrestres, hein. Oui. Et donc, il faudrait qu'on résolve ce problème. Pour l'instant, on en est encore loin, hein. Bien sûr qu'il faudrait qu'on tienne compte de tout ça, mais il y a des pesanteurs sociales qui fait que l'homme n'est pas encore un être brillant sur le plan de l'application de sa morale. Oui, tout à fait. Mais est-ce que tu penses, par exemple, qu'on parlait tout à l'heure des différences avec le terme de sensibilité, c'est pourtant le terme de sensibilité donc, qui a été choisi par le législateur en 2015, donc par la Mais création à de tort. l'article voilà, 515-14 du Code civil, donc pour qualifier les animaux. Est-ce que tu penses qu'on devrait supprimer ce vocable? Est-ce qu'on devrait faire une distinction? Parce que c'est vrai que le Oui, Code oui, parce que civil, quand on dit l'animal un être sensible, on pense pas aux moules, aux huîtres et aux escargots, hein. On pense en général aux chevreuils, etc., aux bovidés, aux cochons, etc. Donc, en fait, on dit être sensible, mais on pense à sentient. Donc, il faudrait appeler un chat, dire nous protégeons particulièrement les êtres sentients, comme comme on l'a fait pour la directive européenne pour l'expérimentation animale, mais ça n'empêche pas de tenir compte aussi de la sensibilité pour d'autres choses. Parce que un animal sensible mérite peut-être d'être traité différemment qu'un objet, peut-être, hein. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, quand on dit animal sensible, on pense à sentient. Et, d'accord. Mais et est-ce que tu penses que, comme on dit que la loi doit être intelligible, est-ce que finalement, vu que le Code civil est un peu le reflet de la société, est-ce qu'on est prêt finalement à mettre le terme de ah ben sentience ça, dans le Code c'est civil? au juriste qu'il faut le demander. Mais on peut le remplacer par seront protégés les animaux dotés de sensibilité nerveuse et conscients. D'accord. Et disposant ça revient au même. Oui, oui, je comprends. Mais pour toi, il devrait y avoir cette distinction Moi, qui je pense que soit oui. Si on met tous les accessible. animaux dans le même sac, d'abord, on ne pourra pas, parce que on ne peut pas protéger le cloporte qu'on va écraser sur sa route comme le cochon. Je pense que oui, c'est important de faire la différence, je crois. D'accord. Alors actuellement, effectivement, les animaux n'ont pas encore de droit, puisqu'ils ne sont pas reconnus comme des sujets de droit, mais toujours comme des objets de droit. Alors Ça, c'est encore un autre problème. voilà, C'est donc pas simple, hein, c'est pas un problème non, simple. c'est pas Parce que simple, c'est le évident. juriste il a fait un effort contre le cartésianisme en disant que l'animal est un être qui a une certaine sensibilité, qu'il faut en tenir compte. Mais il était pris par le fait que ça reste un bien. Et notre société est fondée là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait des animaux si c'est plus des biens? Là, je relance la balle au juriste. Moi, je ne suis pas juriste, mais ça suppose des modifications de la loi assez considérables. Oui, tout à fait. Mais est-ce que tu penses que si effectivement on allait plus loin, puisque voilà, si on considère vraiment cette sentience avec la portée finalement qu'elle peut avoir, est-ce que ça pourrait devenir un indicateur
qui pourrait permettre d'accorder des droits à telle ou telle espèce qui serait justement pourvue d'un haut degré de sentience, par Oui, par exemple. exemple, d'être privé de souffrance, privé de torture, par exemple. Oui, tout à fait. Je pense que la reconnaissance de la sentience, y compris pour les animaux sauvages, hein, on parlait des faisans tout à l'heure, donnerait une capacité à ces animaux à ne pas être torturés inutilement. Tout à fait. Mais ça ne résoudrait pas tous les problèmes de l'animal comme bien. Et dans le premier cercle qui va se poser, c'est nos chiens et nos chats. Euh, comment faut-il les traiter juridiquement s'ils sont plus des biens? Faut-il en quelque sorte en tenir compte s'il y a un couple divorce? Est-ce qu'il faut tenir compte du bien-être du chat et du chien? Donc, je crois que dans ce premier cercle des animaux très proches de nous, des animaux de compagnie, c'est là que déjà qu'on peut définir peut-être des choses un peu particulières. Oui, ça commence effectivement, puisque là, on a une prérogative supplémentaire depuis l'année dernière pour le juge aux affaires familiales, où en fait, quand un membre du couple est victime de violences conjugales, en fait, il peut prendre l'animal avec lui pour le mettre à l'abri, indépendamment en fait de son appartenance, de qui est propriétaire Oui. de l'animal. Donc déjà, c'est un Voilà vrai un pas. progrès. Oui, Voilà. voilà un progrès, tout à Mais fait. pour l'instant, pour le divorce, il n'y a pas encore justement de texte sur la question. Donc là, on est dans le l'avant-divorce, enfin si le couple est marié, bien entendu, mais effectivement, si il y a un divorce, c'est toujours en fait les règles de partage de biens qui vont s'appliquer. Donc là, voilà, on arrive aux limites à chaque fois. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement, je pense qu'on devrait déjà commencer par là, par les animaux qui sont les plus proches Tout de à nous. fait. Et puis voir. Ensuite, pour Mais les animaux sauvages, les chevreuils, etc., on ne pourra pas faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faudra traiter le problème globalement. Le traitement de l'animal comme un individu, si j'ose dire, ça peut se faire que pour les animaux dont on est très proche. oui, mais par exemple, puisque tu parles de la sentience et de prendre ce point-là vraiment avec toute la portée que ça mérite, est-ce qu'on ne pourrait pas interdire, par exemple, au moins les chasses les plus cruelles, par Ah, mais exemple? je suis convaincu par avance. Voilà, et pourquoi pas complètement? Par exemple, on a un canton de Suisse qui a aboli la Tout à fait, chasse, par tout à fait, exemple. tout à Alors, fait. ça ne veut pas dire qu'on ne tue pas d'animaux, mais au moins que ça Alors, ça soit pose le problème des animaux invasifs. Quand il y a trop de sangliers, oui, qu'est-ce qu'on fait? mais au moins Mais ça revient oui, à quelqu'un qui en a la charge et dont c'est le tout à métier fait. Non, justement mais de faire cette je gestion suis et pas convaincu tout. par avance. Je sais que je prêche à un convaincu, mais nos auditeurs, voilà, peuvent en prendre partie, parce que c'est vrai que ce n'est pas la même chose que ça soit son métier de réguler et d'avoir des règles appliquées que de partir avec son fusil sur le bras, avec Tout tout à ce fait. que ça comporte, hein, Bien c'est sûr, vrai. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ça, c'était assez intéressant aussi. Puis c'est finalement tout l'enjeu hein, du concept One Health, justement, voilà, d'avoir une coopération entre les disciplines. Donc je pense que là, Bien sûr. voilà, le juriste et le biologiste doivent Tout à l'heure, travailler tu m'as main dit, dans est-ce qu'on la peut main. se passer du spécialiste biologiste, éthologiste, vétérinaire? Non, mais on ne peut pas se passer du juriste non plus. Oui, donc la preuve que tout le monde a une complémentarité Bien finalement sûr. dans ses savoirs respectifs. Donc ça, je pense que c'est vraiment important parce que voilà, c'est vraiment l'enjeu du partage de connaissances, de la concertation décisionnelle aussi. Est-ce qu'on a trop tendance, je pense, à oublier aussi? Tout Alors à fait. justement, nous parlions des orques là donc à l'état de liberté. Comme tu le sais, on a notre dernier parc aquatique, donc le Marineland, qui a fermé ses portes hein, le 5 janvier 2025. Et en fait, conformément donc à la loi du 30 novembre 2021, la détention, la reproduction en captivité des cétacés seront interdites à partir du 2 décembre 2026. Mais voilà, ils ont préféré un peu prendre les devants pour anticiper finalement cette interdiction. Donc, il avait été un temps question que les orques partent au Japon, notamment, donc où finalement ça serait une cession à titre commercial et puis un environnement qui serait sensiblement le même qu'elles ont finalement toujours connu.
Et donc, on a le Conseil d'État qui a rendu un arrêt donc le 31 décembre 2024 et qui s'est opposé finalement à ce transfert en estimant que la législation actuelle interdit déjà les transferts de cétacés à des fins commerciales, que ça soit en France ou à l'étranger. Donc, visiblement, pour l'instant, on est à l'abri, entre guillemets, de ce transfert. Simplement, une autre question se pose, c'est qu'est-ce que nous allons faire finalement de ces animaux parce que leur situation est complexe, ils sont nés en captivité, ils ont en même temps été toute leur vie habitués à voir du monde. En plus, ils connaissent leurs soigneurs aussi, donc il y a certainement une forme d'attachement aussi vis-à-vis de ces personnes-là. Donc, pour toi, finalement, est-ce que tu as des idées sur des solutions qui seraient les plus adaptées pour ces deux orques qui sont toujours actuellement dans cette enceinte qui est devenue inaccessible au public? Bon, ce sont des orques apprivoisés. En d'autres termes, il n'est pas question de les lâcher dans la nature. Idéalement, mais bon, c'est-à-dire ça ne dépend pas de moi, mais idéalement, il faudrait qu'ils trouvent un refuge où ils seraient en bonne intelligence avec des soigneurs. Peut-être ceux qu'ils ont eus, ça serait l'idéal, qu'ils connaissent effectivement, mais sinon, qu'ils soient, comme beaucoup d'animaux, ça se fait beaucoup chez certains animaux, chez les chevaux, etc., qui, lorsqu'ils ont fini leur vie, sont, quand ça se passe bien pour eux, qui sont dans un refuge et ont une vieillesse tranquille. Oui. C'est ça qu'il faudrait pour ces deux orques. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas encore de alors fameux sanctuaire comme on dit, Ah c'est oui, plutôt ça, pour des orques, c'est pas évident parce un qu'il faut. enclos marin. Oui, Pour tout à l'instant, fait. il y en Tout a à fait. qu'un seul qui est opérationnel depuis 2019 en Islande. On avait en fait deux. Alors là, c'était des belugas deux femelles en fait qui avaient été transférées depuis un aquarium de Chine en fait et donc on a ce grand enclos marin et je ne sais pas si tu as vu j'ai vu une récente étude justement sur ce seul sanctuaire marin de cétacés donc qui est opérationnel et justement cette étude elle était assez intéressante parce qu'en fait elle suggérait que l'adaptation des cétacés donc aux environnements naturels du sanctuaire entre guillemets, ben, finalement pourrait peut-être être plus complexe que prévu, c'est-à-dire que il pourrait se trouver confronté à un univers qui finalement n'a pas grand-chose de naturel pour eux, puisqu'on développe aussi d'autres problématiques auxquelles on n'avait pas forcément pensé, parce que maintenant elles se trouvent dans de l'eau de mer, donc c'est plus la même chose que l'eau dans laquelle elles se Ah ben, trouvaient ils s'y ont adaptés. avant. Bien sûr, il y a des difficultés d'adaptation. Les animaux intelligents, il faut qu'ils se réadaptent, bien sûr. Oui, voilà, donc c'est vrai que, alors, est-ce qu'il y a vraiment une solution parfaite pour Non, eux? il y aura pas Je une pense solution pas, parfaite. voilà. La seule solution parfaite, c'est au moins de se dire que leur situation ne se reproduise Voilà. pas par la S'ils suite, sont dans un finalement. endroit où ils se plaisent avec des soigneurs, ben, ils s'habitueront. Oui, voilà, déjà, au moins pour qu'ils aient cette fin de vie bien méritée et qu'on ne fasse pas ce même sort aux prochains animaux, voilà, que ça soit terminé, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut leur souhaiter. Tout Et à puis fait. aussi, il faudrait quand même effectivement, comme tu disais, un sanctuaire, un enclos marin, c'est de se dire quand même que le gouvernement prenne une décision et qu'on ne soit pas comme tu as peut-être vu la situation de l'orque Kiska, tu sais, qui est restée 12 ans Tout à fait. toute seule, voilà, dans son petit bassin. C'était Ça, c'est à éviter. voilà, au Canada, elle était vraiment dans une situation de détresse, surtout que ce sont, comme tu dis, des animaux sociaux. Et en fait, elle était, Sociaux et très intelligents, voilà, il faut vraiment se mettre à leur place, hein. mais c'est ça, c'est qu'en fait, elle s'ennuyait littéralement à mourir parce qu'elle était toute seule, en fait, dans ce Tout à parc. fait. Et voilà, donc elle est décédée en 2023, mais vraiment, c'est donc à souhaiter que ça ne se reproduise pas, en tout cas pour nos deux orques. Alors j'aimerais peut-être juste finir cette interview qui, je te remercie Georges, était vraiment très intéressante. Et pour peut-être un petit point, alors à la fois plus personnel mais aussi professionnel, c'est que à l'heure où nous enregistrons, eh bien tu vas fêter tes 80 printemps dans moins de 2 mois. Oui, ça, Euh, c'est pas une très bonne nouvelle, oh même. bah quand même, si. Et En puis fait, 80 ans, je trouvais que c'était très vieux, et maintenant, je trouve que c'est pas si vieux que ça, hein.
Bah oui, je te comprends, mais je trouve que c'est aussi l'occasion de parler de ton livre que tu viens de publier, puisque ce sont finalement un petit peu tes mémoires, puisque tu reviens sur ton parcours et Tu parles aussi de ton, mon dernier petit livre. oui, ton Oui, c'est enfance des aussi. souvenirs d'enfance où je montre Voilà, c'est ça. Je mettrai comment, aussi le lien, donc ça s'intitule de l'ours en peluche au singe putain, je moqueur, montre le que souvenir je d'un raconte comment passionné. les expériences qu'on a quand on est enfant, ce qui a été mon cas, comment ça vous forme beaucoup. Alors, il y a des expériences très dramatiques. J'ai été assisté à un abattage quand j'étais enfant, ça m'a beaucoup sonné. Des expériences beaucoup plus positives. J'étais avec un ami chasseur qui voulait que je chasse et j'ai refusé. Je suis très fier de moi. J'ai refusé de tirer sur l'animal. Enfin, je raconte un peu mes souvenirs d'enfance, comment ces souvenirs m'ont amené à être un ami des animaux. Mais oui, ça, je pense que c'est extrêmement important et justement, comme quoi le côté pédagogique, le côté sensibilisation à la jeunesse, en fait, je pense que c'est vraiment très, très important. Alors, comme tu disais, il y a des gens qui sont plus naturellement empathiques que d'autres, mais ça, je pense que c'est important et comme tu le décris justement, de dire que, en fait, ça a commencé même avec la passion d'un ours en peluche Ah finalement. oui, Et donc, ça a commencé comme ça, mais souvent, l'affection de l'enfant se porte souvent sur un animal en peluche. Parenthèse d'ailleurs, j'ai coutume de dire qu'à l'époque où on nous raconte que les petits garçons s'intéressent qu'aux fusils et aux voitures, moi je m'intéressais aux ours en peluche. Donc, tu étais déjà prédestiné, Voilà, voilà. voilà. Et alors, peut-être, voilà, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme regard aussi sur ton parcours professionnel, sur ton rapport aux animaux? Qu'est-ce que tu... J'ai un parcours qui est pas simple parce que donc j'ai toujours aimé les animaux. Je suis devenu chercheur parce que je m'intéressais aux animaux, mais quand on est chercheur, on fait pas seulement des choses gentilles avec les animaux, donc ça m'a posé un problème. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivé à la philosophie et à discuter les rapports de l'homme et de l'animal, etc. C'est pour ça que j'écris beaucoup de livres là-dessus. C'est pour clarifier ma position. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'il est légitime de faire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je crois Oui, et ça, que je pense que et ta voix est tout très ça, importante sur le sujet pour avoir été des deux côtés aussi. les Donc, je racines trouve sont que dans c'est... l'enfance, et C'est effectivement. vraiment, vraiment très, très important. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter finalement pour l'avenir? Alors, pour les animaux marins spécifiquement, et puis peut-être les animaux en général aussi. Bah, les animaux marins, qu'on ne leur fasse pas subir le sort désastreux qu'on a fait subir aux animaux terrestres déjà. Ils ont été un petit peu protégés, sauf les baleines. Pas bon, mais ils avaient été assez protégés. Maintenant, avec les pêches intensives, ils le sont beaucoup moins. Et donc, ne faisons pas le désastre dans la mer qu'on a fait sur Terre déjà. Oui, et toutes les activités écotouristiques aussi qui se multiplient et qui peuvent aussi beaucoup perturber leur habitat, Si c'est bien etc. fait, l'écotourisme peut avoir un avantage aussi. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on était revenu l'autre jour avec Fabienne Delfour où ça peut avoir des, sans le vouloir, c'est Tout à vrai, fait. des choses qui Ça dépend comment c'est perturbent. fait. Tout à Voilà, fait. oui, Ouais. voilà, il y a Ouais. toujours Ouais. du bon et du bien bon. Ben écoute, Georges, voilà, merci beaucoup. En tout cas, moi, je tenais à te remercier aussi pour toutes ces dernières années où on a fait, je pense, du beau travail et puis que Bah, ça fait grâce aussi. à toi. Oh ben écoute, à ma modeste Et c'est toi qui contribution, as mais lancé voilà. toutes ces opérations. Oui, c'est vrai, mais bon, tu as bien répondu. Donc voilà, merci aussi. Et puis pour ces amis qui se sont aussi transformés en amitié. Et puis voilà, merci, un grand merci à toi et joyeux anniversaire avec un tout petit peu d'avance. Merci. Merci Bonne soirée. Bonne beaucoup, soirée. Georges. Eh bien, Ouais. merci pour cette interview. Et puis, merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très bientôt. Au revoir, Georges. Merci. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast One Health en action.